Bienvenue à toutes et à tous. Alors je me présente, je suis Feriel de Riche. Je suis la directrice du CIPCA. Le CIPCA, pour certains, vous le découvrez cette année. Voilà, mais le CIPCA montre à quel point les enjeux des acteurs de l'immobilier, de la construction de la ville, les élus, les aménageurs, en fait, sont tous soucieux voilà, du bien-être des uns et des autres. On fait un immobilier avant tout responsable. Voilà, et on va vous montrer à quel point les acteurs, à toute échelle, les personnes qui m'accompagnent ici même sur ce plateau, sont extrêmement impliqués et m'ont même soufflé ce sujet de la santé qui a été abordé à l'occasion notamment du sommet des territoires que vous avez certainement pu suivre hier après-midi. Voilà, où des élus ou des vice-présidents de région sont venus voilà, nous parler de ce sujet si important. Alors, merci. Je vous présente mes invités pour démarrer. Alors, tout d'abord, Nicolas Duhameau, vous êtes directeur général, on décollage, je le dis quand même, et surtout cofondateur du label Intérieur, comme le jeu de mots l'indique. Voilà, intérieur comme l'air. Vous allez nous parler de ce label Intérieur, mais vous avez été une très belle rencontre. Et voilà, il faut savoir que tous les acteurs qui sont présents sur scène, j'ai pu échanger avec eux. Je les connais, voilà, on s'est parlé et vous êtes vraiment mon choix pour m'accompagner aujourd'hui. J'ai également sur le plateau, donc pour Care Promotion, un promoteur qui se démarque, qui se distingue, qui fait de la santé son ADN. Care Promotion, vous êtes exposant sur le salon, tout comme Ecoia et le label Intérieur. Stéphanie Ancinelli, vous êtes directrice grand projet et partenariat chez Care Promotion. Merci de nous rejoindre. Nous avons également une historienne de la ville contemporaine avec nous. C'est important de jamais oublier l'histoire, jamais oublier d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Alors, pour représenter Aya Life Designer, j'ai le plaisir d'accueillir Christine O'Haraud-Beauval. Vous êtes directrice déléguée de la recherche et de la fondation Aya. Vous avez tous présenté un petit peu vos structures et vos métiers. Et puis, à vos côtés, toujours pour Aya Life Designer, la directrice Aya Territoire. Parce que je le disais tout à l'heure, on fonctionne main dans la main et c'est un véritable enjeu pour les territoires. Marie Chabrol, je suis ravie également de vous accueillir. Un passionné, un partenaire voilà, avec lequel on a toujours plaisir à travailler, qui vous a offert voilà, du bien-être tout au long de ce salon. Je suis ravie d'accueillir Michel Rota. Michel Rota est le directeur général et cofondateur de Wellness Training. Alors, vous connaissez les salles de sport, wellness, on en a partout, notamment dans les bureaux, mais pas que. Voilà, vous faites plein de choses et surtout, c'est la proximité avec chaque personne. Et pour vous, chaque personne est unique et mérite d'être préservée et chouchoutée. Vous allez nous raconter tout ça. Et enfin, je le parlais, voilà, les territoires, les aménageurs. Je suis ravie d'avoir aussi sur le panel Hervé Bouffier. Hervé Bouffier, vous êtes le directeur de l'aménagement de Sophia Antipolis. Alors, Sophia Antipolis, c'est dans une forêt. Sophia Antipolis, c'est une communauté d'agglos du sud de la France, voilà, Antibes. Voilà, pour vous le localiser. Et puis, on va vous expliquer voilà, tous les enjeux de Sophia Antipolis et comme il fait bon, surtout, y vivre et y respirer. Alors, merci à chaque invité. Avant de vous donner la parole, je souhaiterais quand même introduire le pourquoi du comment de ce thème. Cette conférence est donc dédiée à un sujet qui nous concerne toutes et tous, c'est l'impact de l'immobilier sur notre santé et notre environnement. Et pendant très longtemps, en fait, on a considéré la construction comme voilà, une simple affaire de briques, une simple affaire de mortier. On a oublié que chaque bâtiment, chaque quartier, chaque ville a un impact direct sur la qualité de l'air que nous respirons. Les matériaux qui nous entourent, et c'est pour ça que les matériaux qu'on a choisis au CIPCA, qu'on sélectionne, sont le moins impactants possible, voilà, qui nous entourent et sur notre bien-être au quotidien, finalement, on a oublié beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un constat qui est très clair. Si l'immobilier n'est pas pensé avec une approche bas carbone et une attention particulière à la santé de ses occupants, les conséquences peuvent être désastreuses.
Je regarde les jeunes ambassadeurs du climat de Guyane et vous savez de quoi je parle. Voilà, alors je suis d'autant plus ravie de vous accueillir. C'est un engagement collectif. Et vous allez, chacun d'entre vous, vous présenter déjà, si vous le voulez bien, et nous expliquer ce que vous faites de mieux, ce que vous faites de bien à l'échelle, chacun, voilà, de cet impact sur la santé et de cette responsabilité voilà, que vous avez, que vous souhaitez partager avec nous toutes et tous. Alors, je commence par vous, Nicolas, pour ce label intérieur, qui dit intérieur dit air. Voilà, merci beaucoup. Exactement, c'est bon, ça fonctionne. Oui, eh bien, moi j'interviens aujourd'hui sous ma casquette de cofondateur du label intérieur, puisque sur le sujet de la santé, le label intérieur qui est piloté par une structure qui s'appelle Imolab, eh bien nous on a fait le choix de travailler sur la thématique de la qualité de l'air intérieur qui nous paraissait essentielle et un sujet qui est très largement sous-représenté. Parce que chez Imolab, nous on a une expérience, une filiation aussi par les entités auxquelles on appartient. On vient du milieu de l'expertise assurance, du milieu du bureau d'études spécialisé qualité construction, qualité d'usage. Et on a vite fait le constat que la qualité de l'air intérieur était très peu représentée ou mis en valeur dans le secteur de la construction, de l'immobilier, que ce soit en neuf ou en rénovation. J'aime bien rappeler, vous me dites si je fais trop long. Non, je vous en prie, Nicolas. Je peux être bavard. J'aime bien rappeler un chiffre parce qu'on pense souvent que l'air est plus pollué à l'extérieur. Et ce n'est pas le cas. Hein. On passe généralement en moyenne 90% de notre temps dans des espaces clos, alors que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Voilà. C'est souvent, on n'a pas cette représentation. Et nous, d'un point de vue métier, on a vu les réglementations évoluer, l'avènement du BBC, la RT 2012, la RE 2020, où on a cherché à rendre les bâtiments, et c'est dans le sens de l'histoire, de plus en plus performants d'un point de vue énergétique, le sujet bas carbone, mais on a aussi cherché à rendre les bâtiments de plus en plus étanches. On a introduit la notion de perméabilité à l'air, alors que si on prend juste la thématique du renouvellement d'air, dans le neuf, je ne veux pas faire peur, mais c'est les résultats des mesures qu'on fait, dans le neuf, on est entre 70 et 80% de non-conformité sur les systèmes de ventilation. On parle de renouvellement d'air. Donc si on a des bâtiments étanches et qu'on n'est pas capable de renouveler l'air, ça pose des problèmes de concentration de polluants, de moisissures, de pathologies de santé pour les personnes, on va dire, les plus faibles, généralement les enfants et les personnes âgées. Dans le neuf en général, mais pas chez Care Promotion. J'ai regardé. Je parle du neuf, je ne parle pas de la rénovation, je ne parle pas des écoles, où les écoles, on est à peu près à 50% d'établissements qui soit n'ont pas du tout de système de ventilation ou un système défaillant. Voilà, on peut prendre plein d'exemples comme ça. Et donc voilà un peu le fil conducteur qui nous a amené à se positionner sur une création d'abord de protocoles de valorisation de la qualité de l'air, parce qu'on ne voulait pas faire un label, parce que nos partenaires maîtres d'ouvrage, à juste titre, disent souvent qu'il existe trop de labels, trop de certifications et qu'on s'y perd. C'est pas totalement faux. Surtout en France. Mais une fois qu'on a développé ce protocole de valorisation, eh bien, au final, ils nous ont demandé de le positionner en label parce qu'ils voulaient pouvoir afficher une estampille pour valoriser la démarche. Et puis, juste pour finir, peut-être rendre la parole après, dans une forme de transition. Aujourd'hui, je l'ai dit, il existe une multitude de démarches de labels de certification, qu'elles soient françaises ou internationales,
qu'on soit dans du HQE, du NF Habitat, du BRIM, du LEED, toutes intègrent pour partie des critères, des exigences liées à la qualité de l'air intérieur. Mais ça représente une partie infime des exigences. On est en dessous des 7%, en tout cas au moment où on a créé le label intérieur. Et ces exigences sont en plus, la plupart du temps, optionnelles et rarement appliquées. Voilà. C'est ce que je disais, c'est dramatique. Si on ne fait rien, c'est la raison aussi la principale raison de cette conférence, c'est que c'est important et qu'il y a une véritable urgence. Si je dois résumer, donc pour vous, à l'échelle de ces certifications, vos labels permettent de garantir une meilleure qualité d'air, d'accord, dans nos logements, dans nos bureaux également, et vous prouvez ainsi que la santé peut être mesurée et certifiée. Aujourd'hui, quand vous dites très peu finalement, voilà, on prenne conscience de ça. Aujourd'hui, ce sont les promoteurs principalement, vous me parlez de logements neufs, auxquels vous feriez appel pour dire mais prenez vraiment conscience de cet enjeu, n'hésitez pas à venir nous voir. Comment ça se passe concrètement dans cet écosystème avec votre label ? Alors, c'est une démarche libre, hein, elle n'est obligatoire dans aucun cas de figure, donc c'est vraiment une démarche propre du maître d'ouvrage, donc que ce soit un promoteur, un bailleur social, des collectivités publiques avec lesquelles on peut travailler, certaines ont déjà mis en avant la démarche label intérieur. Donc ce sont ces acteurs-là qui s'engagent sur cette question-là parce que ils sont convaincus de l'utilité de cette thématique. Et je veux juste rappeler aussi que la thématique de la qualité de l'air, certes le label c'est un label qui porte sur une thématique, mais à partir du moment où on commence à tirer sur le fil de la qualité de l'air dans la construction, finalement on touche à quasiment tous les corps d'État. Et donc c'est une thématique assez universelle, ça touche quasiment tous les corps d'État, les entreprises, la conception, l'archi, la maîtrise d'ouvrage, et in fine, parce qu'on essaye aussi de travailler, de donner une vie au label une fois que le bâtiment est livré, parce qu'on travaille sur la conception, sur le suivi de chantier, et des mesures de polluants à la réception de l'ouvrage, mais on cherche aussi à sensibiliser les futurs occupants pour qu'ils soient en capacité d'abord de comprendre ce qui a été fait, d'un point de vue conception et réalisation, et qu'ils puissent s'approprier la démarche pour faire perdurer un bon comportement en termes de qualité de l'air intérieur dans le logement, parce qu'après, ils vont être acteurs. Ça va dépendre de la manière dont ils se meublent, dont ils aèrent, de plein de facteurs personnels. Et on fait la même chose quand il s'agit d'un bailleur social qui, derrière, a la gestion du bâtiment et de son patrimoine. À toute échelle. Voilà. C'est pour ça qu'on a un écosystème très bien représenté. Je voyais Michel Rota qui vous écoutait avec beaucoup d'attention parce que vous êtes à la fois utilisateur aussi. Michel, vous êtes implanté dans des bâtiments de bureaux. Mais voilà, moi je vous laisse rebondir. On est vraiment sous forme de regard croisé. Je vous entendais dire tout à l'heure, moi je récupère des personnes dans les bureaux dans un état lamentable. Et le sujet de l'air, j'imagine, qui doit aussi vous interpeller. En tout cas, j'avais l'impression que vous étiez sur ce sujet. Vous aviez envie de rebondir. Voilà. Alors, je ne respecte pas forcément l'ordre des interventions, mais ce n'est pas grave. Très bien senti, très bien ressenti. En fait, je suis un peu un lanceur d'alerte. Ça fait 20 ans aujourd'hui que je travaille dans les entreprises, dans les immeubles de bureaux dans lesquels j'ai des utilisateurs au quotidien en face de moi, à peu près 20 000 par an. Et on voit leur état de forme évoluer dans le temps, en fonction de l'âge. Hein, on a des gens qui ont 35 ans, 45, et la bascule se fait à 45 pour faire court. Et depuis le Covid, ça s'est accentué de manière alarmante. C'est une véritable tsunami qu'on va avoir, à savoir que le niveau d'inactivité physique a augmenté de manière importante. Et le télétravail a beaucoup contribué à ça. Et d'ailleurs, les résultats que l'on a, c'est que le niveau de santé pour les télétravailleurs s'est dégradé de manière forte. Et donc,
mon petit message, moi, aujourd'hui, avec les foncières, parce que j'ai 50% de mes clients sont des foncières aujourd'hui, c'est de les sensibiliser, non pas seulement à monter des salles de fitness dans les entreprises, mais faire du design actif dans les immeubles. Par exemple, on a une salle à disposition que sont les escaliers. Et on en parlait tout à l'heure avec Christine, jamais valorisé, toujours caché. Et inciter également les gens à descendre un escalier, un étage ou deux, ça serait un début de solution super important. Et clairement, quand je dis, je suis un peu provoque en disant lanceur d'alerte, mais on a une équipe médicale avec nous et on a des gens qui, à 35-40 ans, arrivent à venir aujourd'hui avec un diabète de type 2 déjà. Qu'on avait à c'est le côté statique aussi, j'imagine. Exactement, c'est complètement lié. Alors, il faut bouger et respirer. Et tout le monde a vu qu'effectivement, depuis le Covid, la santé mentale s'est énormément dégradée. Donc il y a une vraie question à ce niveau-là aujourd'hui. Mais la base de la base, ça reste l'inactivité physique des gens. Donc voilà, c'était pour rebondir par rapport à ça. Et je pense qu'on a les solutions en main. Les foncières ont les solutions en main pour très très peu de coûts. Simplement, il faut inciter les gens et il faut les conduire. Je pense que les immeubles dans lesquels les gens passent 8 heures, 9 heures par jour est donc un tiers de leur journée, voire un tiers de leur vie. Eh bien, c'est un lieu qui aujourd'hui génère de l'inactivité physique. Et je ne ferai pas le parallèle avec l'amiante qu'on a connue il y a quelques dizaines d'années de ça, avec la conséquence qu'on a aujourd'hui. Mais je pense qu'on en est à ce niveau-là, sur l'inactivité physique dans les bureaux. Bien sûr. Merci Michel. Je t'en prie. Il n'y a qu'à Sophia Antipolis, vous allez voir qu'on respire bien et qu'on peut faire du sport, parce qu'on a tout à proximité, mais on en arrive à Sophia Antipolis. Un promoteur, allez, qui sourcille parfois, voilà. Donc Stéphanie, dites-nous pour Care Promotion, je vous ai vu sourciller sur les escaliers. Parce que oui, vous avez des escaliers, vous incitez les uns les autres à y aller. À l'échelle du logement, vous faites également plein de choses. Et dans vos bâtiments, que ce soit du logement, du bureau, vous allez nous expliquer, vous faites plein de choses, en fait, de très bien, pour que les utilisateurs ou les habitants vivent bien. Allez, on écoute Stéphanie. Merci beaucoup. Je vais rebondir, Michel, sur les escaliers. Parce qu'on essaie de faire des choses par rapport à ça, donc dans des bâtiments résidentiels. Donc Care Promotion que je représente aujourd'hui, donc on est un promoteur tourné, axé sur l'immobilier résidentiel au sens large. Ça me parle aussi ce que vous dites, Michel, sur le bureau, bien sûr. En tout cas, nous, la réflexion, c'est sur le résidentiel. Donc comment les gens habitent leur logement, comment ils se sentent bien dans leur logement. On s'est créé en 2017 avec l'intention, notre nom Care l'évoque bien, de faire de l'immobilier de qualité, pérenne. Et puis avec la crise sanitaire, on s'est dit que notre nom nous obligeait aussi à réfléchir à tout ce qui était bien-être et santé dans le logement. Et donc on a travaillé avec des experts de la santé dans le bâtiment. Je vais citer notamment Medieco, qui est un AMO qui conseille notamment beaucoup de collectivités, de maîtres d'ouvrage publics dans l'établissement, de cahiers des charges, de PLU favorables à la santé. Et on a bâti avec eux un label qu'on a appelé Santé Plus et qu'on applique sur vraiment l'ensemble de nos opérations. Et ce label qui s'affiche derrière moi traite à la fois, en fait l'idée c'était de traiter à la fois de la santé vraiment physique, mais également de tout ce qui est bien-être, santé psychique. Vous l'avez dit tout à l'heure, Feriel, c'est fondamental aussi de traiter cet aspect-là et de faire en sorte que voilà, on soit dans un état de bien-être quand on habite dans les bâtiments. C'est également ce que dit Michel, et je pense que vous vous rejoignez tous sur ce fait. Exactement. Ouais. Et pour donner un exemple, donc on parlait des escaliers, effectivement, il faut trouver des façons dans la conception. Dès le départ, c'est de l'intelligence de conception au démarrage de l'opération. Faire en sorte que les gens soient orientés vers plutôt l'escalier que l'ascenseur. C'est des petites choses à penser en amont, des réflexes. D'éclairer aussi les circulations, les escaliers, peut-être de les faire en extérieur pour faire en sorte que les gens aient une activité. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Voilà, je peux détailler un peu plus, Feriel. Bien sûr, vous pouvez, bien sûr, on a le temps. Donc notre label comporte plus de 90 exigences. Donc je l'ai dit, sur l'ensemble de nos opérations qu'on s'attelle à remplir. Il y a des exigences qui sont incontournables, de façon à ce qu'on ait dans toutes les opérations un socle de qualité minimale qui soit rempli. Et il se regroupe en une dizaine de thématiques que vous voyez s'afficher. Donc
vraiment sur la partie physique, je rebondis par rapport à la qualité de l'air. C'est un des items très importants de notre label, qui est de traiter ce sujet qui est fondamental du fait de la qualité de l'air extérieur qui se dégrade, de faire en sorte de ventiler les immeubles à la livraison, par exemple. Autre thème important du label, c'est par exemple le fait de limiter l'exposition aux champs électromagnétiques dans les logements. Donc comment on fait? Quelques exemples: éloigner les chambres des colonnes montantes, éloigner les bâtiments des lignes haute tension. Il y a une réglementation par exemple par rapport à la ligne haute tension en France qui, selon nous, est peut-être pas suffisante. Donc on prend le parti d'éloigner nos bâtiments davantage. Proposer des solutions alternatives au Wi-Fi, donc avec des prises classiques RJ45 dans les pièces de vie. Ça, c'est pour le volet électromagnétisme. Et puis sur la santé, tout ce que je disais tout à l'heure, le bien-être, le psychisme. Il y a des choses comme vous l'avez dit, Michel, le design actif. Également la biophilie, donc le fait d'être en connexion avec la nature, de s'assurer que de son appartement, on a une vue sur des espaces verts, que la parcelle est suffisamment dotée de biodiversité également. Donc c'est le fameux coefficient de biotope qui soit d'un niveau suffisant pour que justement on soit vertueux sur cet aspect-là. Et puis un point important du label également, c'est tout ce qui est lien social. Je finirai peut-être par celui-ci, sauf si on peut rentrer plus dans le détail tout à l'heure. C'est comment on crée, comment on favorise la connexion entre les gens dans les résidences, dans les copropriétés. Et on implante en fait dans tous nos bâtiments, enfin en gros, la grande majorité de nos bâtiments, en tout cas ça s'y prête, des espaces de télétravail, de coworking, où finalement c'est un lieu où les gens se croisent tous les jours plutôt que de télétravailler chez soi tout seul, où on n'a pas forcément en plus la place de le faire. Dans nos pieds d'immeuble, on implante des espaces qu'on a appelés en bas, donc au pied du bâtiment, pour proposer un lieu de convivialité aussi. C'est plein de bienveillance et vous pensez à tout, mais surtout à celui qui va habiter les lieux et son bien-être. Et c'est important de bien vivre et ça ne coûte pas forcément plus cher. Tout à fait. En plus. Ça doit être pensé en amont. Exactement. Merci beaucoup Stéphanie. Encore une fois, on peut rebondir si les uns et les autres ont des choses à ajouter. Alors, Aya Life Designer, donc vous êtes deux personnes. Tout d'abord, Christine Owaro-Boval, je vous présente à nouveau. Vous êtes historienne de la ville contemporaine et directrice déléguée de la fondation Aya Life Designer. Alors déjà, l'historienne m'interpelle sur ces sujets. Si vous m'entendez. Très bien. Voilà, et je suis aussi curieuse de savoir ce qu'il y a derrière la fondation Aya Life Designer, et je pense que qui mérite d'être présentée et qu'on pourrait découvrir tous ensemble, si vous voulez bien. Oui, alors je suis bonjour à tous, et je remercie vraiment chaleureusement Feriel de nous avoir invités. En effet, moi, en fait, je suis historienne et j'insiste sur ce point. Donc, l'histoire, ça fait partie du champ des sciences humaines. Et le champ des sciences humaines dans nos réflexions est tout aussi essentiel. J'ai passé 10 ans au pavillon de l'Arsenal, j'ai travaillé avec des aménageurs, etc., qui ont eu le courage de m'intégrer à leurs réflexions, de me faire confiance et qui aujourd'hui en voient tout à fait l'intérêt. Donc dans la fondation Aya, qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, l'objectif c'est de réfléchir à des sujets qui mettent en relation l'architecture, la santé et l'environnement. Donc c'est une fondation d'entreprise financée par une agence d'architecture, donc ça je le précise aussi parce que c'est quand même plutôt assez inédit et c'est un investissement qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce que déjà le temps de la recherche, c'est pas le temps du projet. Et dans la recherche, on a le temps de se poser les questions, on a le temps d'accepter les échecs et on a le temps de se mettre tous autour de la table avec des compétences qui sont extrêmement différentes, aussi inédites qu'elles soient. Aujourd'hui, dans la fondation, moi que j'ai rejointe il y a maintenant 4 ans, j'ai le plaisir, et j'en suis ravie, d'animer donc un cycle d'exposition qui est montré depuis maintenant 3 ans, qu'on a commencé à la Biennale de Venise. À la Biennale de Venise, je vous rappelle, donc il y a 5 ans, on se posait la question de comment allons-nous vivre ensemble demain ? Et en fait, nous, on avait choisi de se dire, mais en fait, le sujet, c'est pas de se poser la question de comment on va vivre demain. On sortait du Covid, je rappelle, la Biennale avait été décalée d'1 an. Donc on s'est dit, non mais attendez,
En fait, on parlait de lanceurs d'alerte tout à l'heure. Nous, on a dit, c'est pas demain qu'il faut se poser la question. Donc, on va arrêter de mettre demain dans notre vocabulaire et on va commencer à se poser la question aujourd'hui. Donc, est née de cette réflexion une exposition qui s'appelle donc Comment allons-nous ? Et qui est menée par une question très simple, c'est aujourd'hui, sommes-nous malades ou serons-nous, et là on peut aussi se poser la question, malades de nos villes. J'ai fait donc le petit exercice quand même de rassembler les courbes de progrès pour essayer de comprendre finalement comment on se posait la question de savoir si on était malade ou pas de nos villes. Il faut rappeler quand même, on est en réduction d'espérance de vie, on est en progression de maladies chroniques et on est dans des risques de plus en plus fréquents d'épidémies globales. Vous parliez de crise sanitaire, le Covid évidemment en est un des exemples, mais il y en aura encore de nombreux et quand on se dit ça, on se dit tous « oulala, j'espère que ça ne va pas nous arriver ». Bon, en fait, ça va nous arriver, donc ça fait partie des risques inhérents. Donc nous, on s'est dit, on ne va pas se décourager et on va essayer d'aller regarder comment, en fait, scientifiquement, on peut observer ces faits. En fait, tout ce qu'on est en train de se dire là, il y a un moment donné, et malheureusement, on n'a pas les moyens de le faire dans notre domaine, on ne se donne pas les moyens de le faire. À nous, on s'est dit, en fait, on va rassembler l'ensemble de ces connaissances qui est monumentale et on va essayer d'aller le mettre dans quelque chose qui est accessible à tous. Et quand je parle tous, c'est tout le monde. Parce qu'en fait, quand on parle de santé, vous le disiez très justement au début, on parle de santé collective. Donc à chacun d'entre nous ici présents est à la fois acteur de sa santé individuelle et en tant que professionnel, on est aussi acteur de la santé collective. Et responsable. Exactement. Mais alors là, c'est le deuxième point justement, c'est en quoi sommes-nous responsables ? Et donc comment est-ce qu'on identifie qu'on est responsable et à quel endroit ? Et là, je veux bien ma petite slide avec la mire, mais j'ai pas de petites zapettes. La régie, s'il vous plaît. C'est moi ? C'est ma responsabilité. Voilà, comme ça, je vous montre statistiquement ce que ça peut donner. Elle est là, la slide. Ville et santé, si nos villes devenaient des alliés de notre santé. Alors oui, c'est après. C'est la suivante ? Hop, là. C'est moi ? Allez, ok. Ça, et si nos villes devenaient des alliés de notre santé ? Encore après. Allez. Ça, c'est bon, ça c'est nous. Vous ? Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Notre santé dépend de quoi, de qui ? Je vais faire juste un petit sondage. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce diagramme ? Déjà. Bon. Alors ça, c'est un diagramme qui est issu d'une analyse de l'OMS qui a 25 ans. Donc je vais tous vous dire un truc, puis vous allez, ça sera, si c'est la seule chose que vous retenez de ce que j'ai dit, ça me va très bien. Aujourd'hui, notre santé individuelle dépend à 10% de l'offre de soins. L'offre de soins, c'est tout l'investissement qu'on va mettre, et je ne le nie pas pour autant, dans les hôpitaux, la médiation autour de notre santé quand on va chez le médecin, à l'hôpital, etc. Ça, c'est 10% de notre santé. 20% de notre santé, c'est notre patrimoine génétique, le lieu où on vit, etc. Et puis après, il y a 70% de tout ça qui est rassemblé dans ce qu'on appelle les modes de vie et les facteurs environnementaux. Et donc, ça veut dire, en fait, que, donc là, je nous mets dans la casquette, on est au CIPCA, qu'est-ce qu'on a à vous faire passer comme message sur la santé ? Nous sommes tous, en tant qu'experts, responsables de ces 70%. Est-ce qu'il varie en fonction des territoires ? Bien entendu. Est-ce qu'il varie en fonction d'on est au nord de la planète, au sud ? Ça varie. Mais la proportion dans laquelle on est impliqué, c'est ces 70%. Donc une fois qu'on s'est dit ça, là on se dit « Waouh, l'ampleur de la tâche, elle est quand même assez énorme. Comment on va faire ?» Et le sujet de la Fondation, ça a été justement d'aller retravailler à l'intérieur de tout ça pour montrer déjà ce qui existe, parce qu'on n'est pas tout seul en fait, ce qui existe dans la littérature scientifique, ce qui existe, qui a été déjà créé comme label, indicateur, etc. au niveau mondial, parce qu'en fait la ville est aujourd'hui mondiale. Donc regardez, le sujet de la santé de la ville et des individus qui vivent en ville, c'est évidemment un sujet qui dépasse largement nos frontières. Après, il y avait un deuxième sujet sur lequel je veux insister, et là je prends un peu ma casquette d'historienne, c'est la slide suivante, c'est après le Covid, pareil, alors là on s'est tous mis à découvrir qu'en fait la santé et la ville, c'était lié. Mais non, alors ça je peux vous dire du point de vue de l'histoire, en fait, la santé et la ville, ce sont des sujets qui sont éminemment liés depuis toujours. Donc il y a énormément d'évolutions de villes qui ont été calquées sur des facteurs d'analyse de santé. Je prends un exemple qui va paraître bête. Donc, on considère que le premier acte d'urbanisation, c'est en 1192. Philippe Auguste se dit « Ouh là là,
odeur nauséabonde aux alentours de mon château, je pense que la pestilence, ça véhicule des maladies, attention, il faut régler le problème. Donc là, la connaissance scientifique de l'époque, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du pavage de rue. Et en fait, chacune des époques définit un modèle qui va corriger une analyse qui est faite, qui est censée rectifier ce qu'on voit en disant, on considère que ça, c'est pas bon pour la santé ou du roi ou des individus, et on le met en place. Mais alors ça, c'est pareil, et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure qui était tout à fait juste, les réflexes, aérer les bâtiments, lavez-vous les mains. En fait, est-ce que ça, vous savez d'où ça vient? En fait, c'est les politiques hygiénistes du début du XXe siècle qui ont développé, avec des campagnes publiques d'affichage suite aux nombreuses épidémies de tuberculose, qui sont des maladies respiratoires. Et donc, pour régler le problème, il fallait que chaque individu se sente investi. Parce que ce que j'entends très bien et que vous constatez sûrement autant que moi, c'est qu'il ne suffit pas de mettre en place tout un tas de labels pour que les choses existent. Si l'individu lui-même ne se sent pas concerné, en fait, ça n'existe pas. Et ça, c'est pareil, c'est de tout temps, c'est pas aujourd'hui. Donc moi, je vous invite plutôt à pas être désespéré, puisque de toute façon, ce sera toujours le cas. Il y a un décalage énorme entre je mets mon label en place, j'essaie de changer les habitudes, et les habitudes individuelles de chacun se changent. Ça, c'est normal et c'est toujours le cas. Autre exemple que je trouve intéressant pour rebondir sur ce que disait Michel, c'est en fait le côté je ne prends pas l'escalier qui a l'air extrêmement anecdotique, etc. Tout ça, c'est pas en fait anecdotique. Et c'est fondamental de le remettre et de recomposer sur ces éléments pour comprendre en quoi directement, après, on est capable d'aller dire si je supprime l'escalier dans ce bâtiment, voilà ce que ça va activer dans mes déterminants de santé que je vous ai montré tout à l'heure, et voilà sur quelle maladie directement ça a un impact. Aujourd'hui, on a deux maladies qui sont mises en priorité dans la santé publique, c'est l'obésité et la santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est en train de devenir des éléments qui sont dramatiques puisqu'on ne fait pas de prévention. Et là, si on peut passer juste sur le diagramme, je vous explique comment tout ce qu'on est en train de se raconter là, en fait, on l'a mis nous. Alors ça, c'est la chronologie que je viens de vous passer rapidement. Mais comment est-ce que nous, on l'a mis en fait dans un objet de recherche? Donc là, vous voyez ce que nous, on appelle le diagramme des déterminants de santé. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années et qui a nécessité d'aller regarder donc, dans la littérature scientifique, donc faire un corpus de recherche, le sujet qui nous permettait de répondre en quoi, en fait, le cadre d'aménagement est-il favorable ou non à la santé? Et comment est-ce qu'on influence ça au regard des déterminants de santé? Donc des indicateurs dont je vous parle qui nous accompagnent tout au long de notre santé qu'on a vu au début. Et donc vous voyez la facilitation graphique, donc c'est interactif. Là, vous voyez juste une image, mais en fait, vous pouvez cliquer dessus, aller regarder comment ça fonctionne, etc. C'est un méga tableau Excel qui rassemble toutes ces références. Et dans toutes ces références, vous avez donc au centre les maladies, les trois catégories de maladies, parce que quand on dit maladie, c'est pareil, en fait, on parle de quoi? Il y a bien la santé mentale, la santé physique et la santé, on en parlait tout à l'heure aussi, sociale. C'est tout aussi important que le reste. Et donc ça, c'est le milieu. Après, la couronne du centre, c'est les déterminants de santé. Le premier truc que je vous ai montré là, avec nos 70%, donc c'est nos 70%. Et autour, c'est les paramètres d'aménagement. Donc si, par exemple, je clique sur, je ne sais pas, j'ai envie de savoir ce qui a un impact sur l'obésité. Je clique sur obésité et puis là, ça me met tous les liens, tout ce qui est en relation dans les familles de déterminants de santé et dans les paramètres d'aménagement avec la maladie en question. Donc ça dit à la fois ce qui est positif, mais aussi ce qui est négatif. Pourquoi ? Parce que si je supprime quelque chose qui fait du lien, qu'est-ce que ça a comme impact sur la maladie en question ? Et toutes ces analyses, elles sont, depuis maintenant les itinérances d'exposition, rapportées au territoire qui nous accueille. Donc on est en ce moment à Lyon. Donc en fait, on a été à Lyon, on a pris la matrice du corpus initial de ce tableau Excel, on a été récupérer toutes les données du territoire, les données de l'ARS, etc. On a fait une étude sociologique, etc. Et on a contextualisé le diagramme. Donc on est capable, avec ce diagramme, d'aller sur un territoire, de dire, voilà, on choisit un quartier. Là, on a choisi 3 quartiers, en l'occurrence. On récupère les données de quartier. Et dans chacun de ces quartiers, par exemple, il y a un des quartiers où on peut vous dire, en fait, est-ce que je dois planter des arbres ? Là, en l'occurrence, la valeur du petit parc qui est potager
En l'occurrence, elle est sociale. Donc, si vous voulez créer du lien social dans ce quartier parce que c'est la priorité pour remédier à des problèmes de sécurité, en fait, il ne faut pas planter des arbres, il faut plutôt favoriser les associations qui s'occupent des potagers en lien social. Le truc qui paraît hyper anecdotique quand je vous dis ça comme ça, mais en fait, non, c'est fondamental. Ça veut dire que si l'asso, on la supprime, on lui supprime son financement, on supprime en fait l'équipe de tout un quartier qui arrive à créer du lien social et à régler un problème de santé. La pauvreté, l'insécurité, l'équité sociale, ce sont tout autant des problèmes de santé publique que le reste en fait. Donc l'isolement on est en train aussi, ouais. l'isolement et tout ça, ça fait partie de la santé mentale. Donc l'idée, c'est de montrer ça. Après, pareil, une fois que je vous ai dit tout ça, il y a une masse de travail considérable, une fois qu'on regarde ça, qui dit nous on finance notre recherche et on fait cette partie de la médiation. Mais après, c'est pas moi qui vais aller faire toutes les analyses de pollution, créer les indicateurs qui n'existent pas, faire les études préalables, etc. Ça ne sert, ça n'est pas un outil, c'est un outil d'observation. Ça permet de faire de l'aide à la décision aux collectivités, aux aménageurs, de nous inclure aussi tous dans le dialogue suffisamment en amont et de ne pas rajouter la santé comme une couche supplémentaire après à la fin. Ah oui, mais alors attends, parce que le bio-environnement, il faudrait lui demander son avis. Finalement, je vais mettre des vélos, voilà. Hein, voilà. Ce ne sont pas des petites choses et des petits outils qu'on vient rajouter, c'est ça. C'est par l'impact, finalement, ce qu'on va construire, ce qu'on va aménager. Et d'inverser le paradigme exactement. En devenant une société préventive et non pas corrective. Aujourd'hui, on est 100% dans une société qui est corrective. Sur tous les modèles que je vous ai présentés, que vous pourrez consulter, tout est en ligne. Alors voilà, j'allais vous demander, parce que c'est c'est intéressant. On a aussi, voilà, on sent l'utilité de cet outil. Je me dis, allez, je vais regarder, est-ce que je prends suffisamment les escaliers, qu'est-ce que je risque finalement, voilà les problèmes que j'ai. Enfin, et puis c'est surtout la disposition de vous avez vu comme je m'immisce directement, je vais l'utiliser, je pense, tout à l'heure. Encore une fois, Sophia Antipolis qui sourit, parce que le sujet de la santé, de la recherche aussi, dont vous parliez tout à l'heure, tout cet écosystème, on sent que vous avez travaillé avec des chercheurs, même si vous dites quand on fait de la recherche, on a le temps. Oui, parce que le chercheur, à la base, déjà, il lui faut des moyens aussi. J'en ai fait moi-même, hein, voilà. Donc je peux vous dire qu'il faut des prendre moyens, le temps. mais la recherche doit aussi aller vite, évoluer vite à nos côtés, parce qu'il y a une véritable urgence, vous ne manquez pas de le rappeler. On le sait ici au CIPCA, il y a une véritable urgence climatique, il y a un impact réel de nos métiers. Moi, ce que j'ai plaisir aussi à dire quand même, et c'est pas par hasard aussi que Sophia Antipolis soit avec nous sur le plateau, c'est que j'ai plaisir à voir à l'échelle de quartier, j'ai plaisir à voir à l'échelle d'aménageurs, de territoires, d'élus, qui étaient notamment présents ici hier soir pour les trophées de l'aménagement durable, qu'il y a des prix aujourd'hui, il y a des vraies réflexions autour de la santé, qu'il y a des élus qui disent, moi il est hors de question que vous me fassiez des logements si les gens n'ont pas un petit jardin, n'ont pas une petite terrasse, s'il n'y a pas ce lien social. Il y a aussi le sujet de l'appropriation de nos quartiers, il y a vous voyez, de la ville, et tout ce que vous dites est extrêmement important. Alors je ne suis pas élue, je ne suis pas aménageur, mais comment je fais en effet pour aller sur voilà, votre outil de la Fondation Aya Life Designer? C'est une exposition qui itinère, donc là on est à Lyon. Okay, d'accord. Dans l'exposition, il est tout à fait possible de consulter tous les éléments. Certains d'entre eux sont en ligne, si vous voulez prendre le temps tranquillement de regarder de quoi il s'agit. Il y a des films, enfin il y a plein de choses. D'accord. On est allé interroger des médecins, parce que là il n'y a pas de médecins, mais ça aurait été bien d'ailleurs. Mais voilà, mais non, mais c'est pour montrer aussi que il faut que ces gens-là, on les entende parler, parce qu'eux-mêmes, à un moment donné, progressivement, ils ont été retirés des planifications urbaines au profit de l'ingénierie. Et donc, on ne les entend pas au bon endroit, en fait. Et donc, nous, l'idée, c'est de cette synthèse, vous la consultez en ligne. Et puis, sur la partie diagramme, évidemment, de plus en plus, et c'est pour ça que je dis, en fait, il faut qu'on soit aussi, nous, aidés et accompagnés. On arrive à la faire atterrir dans des lieux de médiation. Là, on est au CAUE, à Lyon, qui nous a accueillis. On était à la direction de l'urbanisme à Grenoble il y a 2 ans quand ils étaient capitale européenne. Nous, en fait, il nous faut un lieu qui nous accompagne dans la pédagogie parce que, en fait, on est, je le rappelle, une agence d'architecture quand même à la base qui monte cette fondation, mais qui fait de la pédagogie pour que chacun d'entre nous comprenne l'urgence et ensuite vienne après. Il n'y a pas de concurrence, en fait, là, dans ce domaine. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller faire du projet, chercher du projet et montrer en fait où se situent les priorités sur les territoires.
Vous nous présenterez l'an prochain, si vous le voulez bien, et si vous l'acceptez, justement ce que vous avez fait et comment vous avez accompagné Lyon et Grenoble, parce qu'il y a de vrais sujets et des élus qui ont véritablement tiré une sirène d'alarme dès le départ, avec des messages très très alarmants, qui ont fait peur, mais au moins on prend conscience des choses. Et pour finir sur une note positive, Oui, parce que en fait l'idée c'est quand même d'être positif, toujours dans l'histoire, et je rebondis aussi sur le sujet qui a été cité en filigrane, après je laisserai évidemment la parole aux autres, l'amiante est un sujet de santé publique qui est résolu en fait. C'est ça qu'il faut entendre pour nos maîtrises d'ouvrage public. C'est un progrès énorme. On a réussi à dire qu'il fallait l'enlever. On a réussi à se donner les moyens pour l'enlever. Elle n'est pas retirée partout, l'amiante, mais en tout cas, on est tous au courant. En fait, on a tous en tête l'enjeu que représente ce retrait de l'amiante. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a aussi beaucoup de succès, en fait. Allez Christine, vous aurez tout le temps de partager vos passions à la fois d'historienne, voilà, des territoires, de tout. Tout à l'heure après, on aura un temps d'échange dans la salle des speakers, de la salle des sommets, voilà, qui est juste derrière. On parlait des territoires, on parlait du lien avec les territoires. Je vous disais, moi j'ai plaisir à voir à quel point les aménageurs, les élus sont vraiment conscients de ces enjeux. On veut plus de quartiers voilà, fait pour être fait, des logements implantés, des immeubles. Voilà, on parle de respirer, on parle bien sûr de décarboner, hein, et c'est l'essence même du CIPCA. Ce lien avec les territoires, je vous regarde, donc Marie Chabrol, vous êtes directrice AIA Territoire justement, donc j'imagine que vous êtes au cœur même de ce lien. Peut-être cette prise de conscience. En tout cas, il y a un véritable échange avec voilà, des acteurs comme Sophia. Je le redis encore, vous êtes hyper avancé sur les sujets. On respire très très bien chez vous. Claire, merci. Marie Chabrol. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc moi je dirige la partie projet urbain, urbanisme et paysage chez AIA, donc AIA Territoire. Et donc on intervient effectivement sur des projets urbains complexes et aussi pour les aménagements, l'insertion urbaine et paysagère des projets d'architecture de AIA. Voilà, donc ce qui me paraissait important aujourd'hui, c'était à travers 2 projets de vous montrer finalement comment le travail mené par la Fondation peut se concrétiser et comment ça constitue un champ d'expérimentation vraiment très riche pour nous, concepteurs. Voilà, donc ce que je vous propose... Les slides, messieurs, s'il vous plaît, vous le faites tellement bien. Tout à fait. Donc ce que je vous propose, c'est de l'illustrer à travers la concrétisation d'un des déterminants de santé principaux, qui est vraiment la relation entre l'homme et la nature. Voilà, qui est effectivement, on l'a déjà dit à travers les différentes interventions, il y a de nombreux bienfaits portés à la santé individuelle et collective à travers ce rapport à la nature, ce rapport physique, visuel et sensoriel. Et donc ça, on souhaiterait l'illustrer à travers 2 projets. Donc il faut avancer dans les diapos. Voilà, encore. Voilà, donc là c'est pour vous montrer, justement, vous voyez à travers un peu les différents articles. Donc c'est ces articles scientifiques dont parlait Christine, hein, qu'on a mis dans le diagramme, et ce qui nous permet d'illustrer vraiment à chaque fois les impacts donc sur la santé de ce rapport notamment avec la nature. On le voit hein, concrètement, hein, vous le dites, il y a une réduction du stress rien qu'au visuel qu'on a hein, sur la nature. Et ça rejoint vraiment ce que vous disiez, Stéphanie, aussi chez Care Promotion. Hein. C'est tout ce à quoi vous pensez, que vous anticipez en fait. Ce sont même vos choix. En fonction de ces critères, vous faites les choix, vous disiez tout à l'heure, les implantations de vos logements. Au démarrage dès la réflexion sur le plan masse. Ouais. Voilà, le plus tôt possible. Marie nous disait également le lien sensoriel avec la nature. Je le lis, hein, mais il y a une baisse de la pression artérielle qui est quand même assez conséquente. Voilà, et hormonale, voilà, les hormones du stress. Elle est très belle cette photo, c'est dommage que ce ne soit pas en France, c'est à Glasgow, c'est ce que je vois. Oui, c'est l'OBA, et donc pour ceux qui connaissent, c'est un centre thérapeutique pour les personnes qui sont en phase de convalescence après les cancers. Voilà, donc c'est un très très beau lieu, très inspirant pour nous. Voilà, donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup cette image. Voilà, parce que c'est un lieu très inspirant. Voilà, donc là c'est pour dire aussi comment
toutes les aménités de cette mise en relation et comment ça vient finalement aussi mettre en jeu de nouvelles figures, ce qu'on appelle de nouvelles figures de santé qui amènent à influencer sur la conception. On a mis au point en fait une nouvelle méthode aussi de conception où effectivement dans cette phase de diagnostic on prend le temps de faire un état des lieux de la santé des habitants du territoire dans lequel on intervient. Et donc ça c'est vraiment aussi une approche nouvelle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un diagnostic urbain, paysager, architectural, on fait aussi dans cette étape d'état des lieux un état de la santé des habitants et donc on travaille avec les services de santé publique des collectivités et on essaie aussi de faire des interviews avec des médecins des centres de santé qui sont dans les territoires. Et donc c'est très très riche comme approche. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc on souhaitait illustrer ce travail qu'on a mené avec des soignants dans le cadre d'un centre de rééducation de soins au Carré Sénard, donc pour l'UGCAM. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont eu des accidents, des accidentés de la vie et qui donc sont là pour des séjours longs. Donc c'est vrai que ce qu'on a cherché à concilier, c'est de travailler sur évidemment la convalescence de ces personnes, mais aussi le bien-être des soignants. Vous êtes nombreux chez Aya, il y a beaucoup de filiales et de structures. Je vois Aya Architecte, ingénierie, territoire, environnement. Waouh, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a mis au point une méthode de conception intégrée qui effectivement permet de travailler sur cette approche santé à tous les niveaux, dès les études et aussi dans la concrétisation. Donc je voulais juste vous montrer comment ça influence un peu sur le projet paysager et aussi sur le projet du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur un premier axe qui met en lien intérieur-extérieur. On a travaillé aussi sur le fait d'avoir un rapport visuel à tous les niveaux pour sécuriser le patient dans son parcours. Et on a aussi travaillé sur des parcours thérapeutiques, donc un jardin vraiment de convalescence, avec différents niveaux, dont des buts assez imposants pour aussi préparer le retour à la ville et comment les patients vont pouvoir aussi retrouver une vie normale. Et donc tout ça, ça a fait un jardin assez, qui est en train de se faire, mais qui va être très intéressant aussi du point de vue paysager. Un deuxième exemple, je vais aller assez vite. Là, c'est pour on peut avancer. Là, c'est pour le centre de recherche de l'Institut Pasteur à Paris. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un contexte très dense, avec un site qui est sur de part et d'autre de la rue du Docteur Roux et qui accueille 3000 usagers en permanence et qui a un centre de recherche, et donc on a cherché à concilier densification douce qui était attendue et renaturation. Mais on a aussi surtout travaillé au bien-être des chercheurs qui travaillent dans des conditions très rudes, dans des laboratoires enfermés, en sous-sol. Et donc on a vraiment travaillé ce lien aussi avec la nature, avec les espaces extérieurs à tous les niveaux. Et on s'est aussi vraiment appuyé sur toutes les démarches qui étaient déjà, toutes les initiatives qui étaient prises par les chercheurs sur place, donc que ce soit installation d'un nichoir, petit jardin, petit jardinage à certains endroits qu'on a cherché à développer, à amplifier, et on a travaillé avec eux de manière très participative. Pour vraiment renaturer le campus. J'ai pu voir, en effet, j'ai pu suivre ce sujet qui m'a passionné. Il y a même un hôtel à proximité qui est dédié aux chercheurs, à la recherche, où on dit bien dormir, bien manger, se reposer, tout est dédié au bien-être et à la détente. Oui, et on a aussi travaillé avec un artiste, Fabrice Hibert, qui a travaillé sur qui a fait une sculpture de l'homme avec que des plantes médicinales. Donc on a vraiment travaillé ce sujet de la nature dans dans toutes ses composantes. Donc il y a quelques images si vous voulez voir après. Bien sûr. Je me trompe. Donc on a travaillé aussi. Alors chez AIA, effectivement, on est une grande famille, mais on a aussi des outils de modélisation très intéressants qu'on met aussi en œuvre pour montrer finalement les impacts que nos propositions ont par rapport à l'existant. Et donc là, on a montré effectivement les effets sur l'îlot de chaleur urbain, de cette renaturation. C'est ça. Et donc on arrive à gagner plus de degrés sur l'ensemble du campus. D'accord. Et les photos. Et les photos. Institut Pasteur. Chouette.
Voilà, donc moi, le petit point que je souhaiterais ajouter aux échanges qu'on a dit, c'est vraiment cette question de la santé, elle doit se faire avec les usagers, avec les habitants. Voilà, ça doit être une démarche participative, contributive. Ça ne peut pas se faire sans eux. Michel, je vous laisserai faire la conclusion parce que je vois que... Je pense que vous êtes ravi d'être là, Michel, parce qu'il y a plein de personnes qui partagent votre point de vue. Et en tout cas, nos ambitions, notre envie, et voilà. Et je suis sûre que ça laissera place à de beaux partenariats, en tout cas, et on va continuer d'échanger. Vous voulez ajouter quelques mots, peut-être, Michel, sur ce que vous venez d'entendre Moi, je bois ces mots. Oui, c'est pour ça que je vous vois. Non, mais je trouve qu'on est totalement en phase, et c'est un constat que l'on fait, que l'on partage avec une vision différente, parce que moi, j'ai un prisme qui est différent du vôtre, mais je pense que c'est quand même très encourageant, en fait, parce qu'il y a un champ de possibles énorme. Simplement, il faut avoir cette vision globale pour avoir une action concertée et une efficacité. Et l'exemple de ce qui a été fait dans le 15e est superbe, quoi. Parce que là, on le voit, l'impact de la verdure. Et tout à l'heure, on vous entend parler, on développe beaucoup de méditation de notre côté pour le bien-être des gens. Et il est clair que dès qu'on fait un exercice de méditation, on voit les gens dans la nature, parce que ça fait depuis plus de 2000 ans, et il y a une raison à ça. C'est que la nature, on s'en échappe, et il faut à tout prix s'y rapprocher. Donc c'est pas une conclusion, mais c'est un trait d'union. Bien sûr. Merci beaucoup, Michel. C'est très important ce que vous dites. Vous a fait très, très, très longtemps que vous êtes... voilà. Sur ces sujets, vous prenez vous-même beaucoup soin de votre santé, bien sûr de la nôtre, mais voilà. Merci beaucoup, Michel, c'est formidable. Alors, allez, je leur dis, Sophia Antipolis, vous allez nous présenter en termes de dimension, Sophia. Ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'à Sophia, il y a toutes vos pensées, finalement, toutes vos initiatives qui sont réunies. On parle de recherche, on parle d'ingénierie, on parle de bureaux d'études, on parle de médecins, on parle, voilà, ces chercheurs. Première technopole d'Europe, un poumon vert, je le dis, c'est le poumon de la France, même je pourrais le dire presque, non? En termes de dimension, en tout cas, on respire. Voilà, présentez-nous, si vous le voulez bien. C'est Hervé Bouffier, bien entendu, directeur de l'aménagement de Sophia Antipolis. Je pense que vous pouvez le dire avec fierté, parce que vous voyez, ils ont tous envie d'aller à Sophia. En tout cas, vous allez leur donner envie, s'ils n'y sont pas encore. Écoutez, on accueille tout le monde avec grand plaisir. Je vais te frustrer un petit peu, Ariel, parce que je vais parler de Sophia Antipolis, mais je vais aussi parler de l'agglomération dans laquelle on travaille, puisqu'on est avant tout une collectivité. La Technopole est un objet parmi un ensemble de 24 communes. Et je pense que notre ambassadeur, c'est surtout notre président, qui est Jean Leonetti. Et en termes de santé, je pense qu'il est quand même à la pointe. Et il nous acculture au quotidien cette passion-là, sa passion, et on essaye de le retranscrire en matière d'aménagement. Il est médecin lui-même, hein, Jean Leonetti. Cardiologue, exactement, et sa loi, la loi Leonetti en la matière. Oui. Et c'est vrai que déjà au niveau de l'agglomération, on essaye d'intervenir à différents niveaux, que ce soit en matière de planification, puisque c'est notre rôle dans un premier temps. On parle de plan climat, on parle de schéma de cohérence territoriale, on parle de plan de déplacement. Alors, on n'est pas forcément bon sur tout, hein, c'est évident. Chaque territoire a ses atouts, a ses faiblesses. On en a quelques-unes qui sont fortes. Hein. La mobilité est un point difficile dans les Alpes-Maritimes. Son nom l'indique, Alpes-Maritimes, donc on est entre les Alpes et la mer, et c'est vrai qu'on a très peu d'axes de circulation. Et donc, automatiquement, ça génère de la congestion, ça génère des embouteillages et les impacts sur la santé que cela induit. Donc, collectivité, on essaye aussi de travailler la mobilité, on essaye de regrouper la mobilité, les transports en commun, les bus à haut niveau de service, le vélo. Alors, Sophia Antipolis est un petit peu vallonné, mine de rien, donc ça reste le vélo à assistance électrique. Mais pour les plus sportifs, ça reste le vélo classique. La marche, évidemment. Donc c'est vrai qu'on essaye d'intervenir à différents niveaux. Et on a cette chance d'avoir une technopole, d'avoir un objet qui a été en fait pensé dès l'origine par notamment le sénateur Pierre Lafitte, accompagné par les collectivités territoriales. Donc la technopole a aujourd'hui 55 ans et elle a été pensée vraiment de A à Z.
Et aujourd'hui, on est sur une technopole qui génère 8 milliards de chiffre d'affaires, qui accueille au quotidien quasiment 45 000 salariés, 2500 étudiants, on a 80 nationalités, et tout ça sur 2400 hectares. Alors, on n'a pas artificialisé 2400 hectares, on a artificialisé routes, parking, bâtiments, seulement 10% de ces 2400 hectares. Donc aujourd'hui, on a 90% d'espace vert, et la force, c'est que comme tout a été anticipé, imaginé, ces 90% d'espaces verts sont aujourd'hui évidemment inconstructibles, mais surtout inaliénables. Donc ça a été acheté par des différentes taxes de l'époque, et on sait que c'est des espaces qui sont préservés. Et aujourd'hui, effectivement, c'est cette force, cet héritage qu'on a qui fait cette force, et que les entreprises recherchent, puisqu'on parle d'une attractivité, je me permets de paraphraser notre président, assez insolente, puisqu'on est à plus de 1000 emplois créés par an depuis 5-6 ans maintenant, y compris pendant le Covid. Et post-Covid, on a identifié aussi cette volonté de migrer des entreprises vers la technopole de Sofia pour le bien-être de leurs salariés. Vous parliez d'escalier. C'est vrai qu'à Sofia, quand on conçoit un bâtiment, je vais y venir puisqu'on a un bâtiment en construction, on pense aussi donc usage, bâtiment, mais aussi les douches. Voilà, on est obligé de faire des douches dans nos bâtiments parce que les salariés entre midi et 2 vont courir, vont marcher, vont passer du temps ensemble, jouer au basket, jouer au foot. Et c'est vrai que on le ressent, hein, à partir de midi, vous avez les shorts et les t-shirts qui sont dehors et puis ça part courir. Et c'est vrai que c'est cette force-là, c'est cette attractivité-là qui est assez méconnue puisque quand on ne le vit pas, c'est assez difficile de le retranscrire. Et aujourd'hui, des entreprises comme Amadeus, comme Renault Software Lab, qui aujourd'hui s'appelle Ampère, on a le centre de R&D de Renault sur l'électrification de la flotte de Renault Monde, qui est sur Sofia. On a le centre de design de Mercedes, Toyota. On a des entreprises à l'international, notamment sur la santé. Tu parlais, mais aujourd'hui, c'est essentiellement de la recherche. On a beaucoup d'étudiants aussi. Alors, les étudiants profitent de ces espaces verts, puisqu'ils ont aussi cette capacité de sortir, d'en profiter. On a beaucoup de bâtiments où autour, on est dans les arbres, hein, ça reprend les photos que vous évoquiez. Et c'est vrai que c'est cette force-là. C'est cette force. On a des centres de recherche. Je voulais citer le centre de recherche, notamment de l'école des mines, autour de la santé et de l'intelligence artificielle, parce qu'on est cluster autour de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA, au service de la santé et du soin des patients, est un axe de recherche, notamment sur Sofia et par ailleurs. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire au mieux. Et comme je vous disais, on a un bâtiment qui est en construction et qui s'appelle le Pôle Alpha, qui est une pépinière, incubateur, hôtel d'entreprise pour accompagner les startups dans leur développement, les accompagner dans leur progression. Et ce bâtiment, il a été conçu selon toutes les règles que vous évoquez, RE 2020, voire 2035, les matériaux biosourcés, de l'énergie renouvelable, enfin de la géothermie. Mais en fait, je salue le groupement qui nous accompagne. Il a été surtout pensé sous l'angle du bon sens. C'est-à-dire, je veux être dans ce bâtiment, quelle expérience je veux y vivre, je veux vivre à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on a cette chance dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit il y a des espaces intérieurs, mais il y a surtout aussi beaucoup d'espaces extérieurs. Donc on a fait beaucoup de terrasses. On a la photo sur notre stand si vous le souhaitez. On a beaucoup de terrasses, on a beaucoup d'espaces extérieurs. On a essayé de préserver au maximum toute la forêt qui est à côté pour que cette expérience soit aussi en majorité à l'extérieur. Et puis, je dirais que paradoxalement, pour aménageurs, il faut surtout qu'on fasse de la surface de plancher. Mais en fait, c'est de la surface de plancher. De toute façon, le bâtiment est sécurisé, vous pouvez le faire.
pour essayer d'effectivement insuffler cette pratique-là, ces nouvelles pratiques-là. Donc c'est vrai, collectivité, on est à différentes échelles d'intervention, si je puis dire. Et vous êtes un agrégateur, vous créez du lien social aussi. On le disait, il y a les étudiants chez vous, il y a des nationalités, combien? Il y a 80 nationalités présentes sur le salon. La recherche avec l'école des mines qui intervenait hier sur votre conférence, une conférence dédiée à Sophia Antipolis. Les futurs employeurs des étudiants également qui sont là. Oui. Et c'est vrai que ça aussi c'est un rôle important parce que on en parlait de cet isolement, on en parlait et on parle du lien social. Et je trouve que sur un, je vais pas dire un campus comme celui-ci, mais c'est quelque chose d'absolument unique. Et c'est vrai qu'un des piliers de la Technopole de Sophia, c'était la fertilisation croisée. C'est un axe qui est toujours aujourd'hui un pilier qui est toujours mis en avant. Et la fertilisation croisée, le concept, il est simple. C'est étudiants, chercheurs, entreprises et collectivités. Donc en fait, c'est l'agrégat de toutes ces personnes qui représentent ces organismes différents. Et on essaye de construire un espace, un lieu, un quartier, une technopole autour de cette réflexion-là et de la conserver. Parce que le piège de ce genre de lieu comme la technopole de Sophia, c'est au fil des années, au fil des crises, parce qu'on a eu la crise, le boom d'Internet, on a eu la crise de 2008, et c'est vrai que on aurait pu tomber dans la ville nouvelle, on fait du logement, puis bon, on artificialise sans forcément y réfléchir, et on a et notamment notre président Jean Leonetti, a souhaité conserver cet esprit de technopole, ce poumon économique pour le coup, ce poumon vert aussi, à l'échelle des Alpes-Maritimes. Et aujourd'hui, on en est extrêmement fiers, et on essaye surtout de maintenir ce dynamisme-là pour les générations à venir. Bravo, merci beaucoup Hervé Bouffier. Christine, un petit peu parce qu'on a dépassé le chronomètre, mais c'est pas grave, je vous en prie. Parce qu'on parlait justement de dimension opérationnelle. On a monté là, depuis un an à peu près une réflexion avec des laboratoires qui réfléchissent à l'évolution des cahiers des charges d'aménagement. Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est l'outil qui existe. On ne cherche pas à renverser la table. On en a plein des outils, on en a plein des trucs. Il y a des cahiers des charges d'aménagement. Aujourd'hui, un cahier des charges d'aménagement qui n'est pas holistique n'intégrera jamais ces paramètres. Donc la valeur du sol, la valeur sociale, l'équité, l'attractivité économique, tout ça, en fait, c'est écrit nulle part. Donc on ne peut pas tenir le projet jusqu'à la fin parce qu'on ne l'écrit pas. En fait. Exactement. Et vous me faites penser aussi qu'au niveau de l'agglomération de Sophia, on a développé une charte aussi sur l'habitat. Parce que quand on développe un projet, vous avez un projet avec du logement libre, mais avec du logement locatif social également. Et on se rend compte que dans certaines opérations, c'est des logements qui sont, je me permets de le dire peut-être de manière un petit peu agressive, mais dégradés. Le minimum est fait. Vous évoquez sur la qualité de l'air, vous évoquez les espaces. Donc, on va dire que c'est des projets qui sont aménagés au minimum du nécessaire pour y vivre, mais c'est intenable l'été, c'est très difficile en matière de qualité d'intérieur. Et en fait, aujourd'hui, on a dit, et c'était l'illustration sur une des conférences avec un projet qu'on a sur Sophia, c'est avec du logement social, tout est traversant. 100% des espaces sont traversants, y compris pour le logement locatif social, parce que 70% des Français sont éligibles au logement locatif social, donc il ne faut pas, à mon sens, le négliger. Et donc c'est vrai qu'on a mis en place cette charte-là qui est du bon sens, tout simplement, en fait, au-delà de l'aspect économique des opérations. Vous vous rejoignez tous. On peut se donner rendez-vous peut-être à Sophia. Je suis obligée d'interrompre la conférence, mais on va continuer d'échanger, bien entendu. Avec grand plaisir. Il y a un prochain rendez-vous. Alors, je ne sais pas si on a tous le droit d'y aller, parce qu'on a tous envie d'y aller, mais est-ce qu'il y a un prochain rendez-vous là qui arrive, dont on a parlé hier? C'est la réunion de toutes les technopoles. C'est ça Tout à fait. Alors déjà, tout le monde y est le bienvenu à tout temps. Vrai. Ça, il n'y a pas de difficulté, voilà. Avec grand plaisir. Et par ailleurs, c'est vrai que l'année prochaine, en octobre 2026, on reçoit la conférence internationale des Science Parks du monde. Donc toutes les technopoles, tous les parcs scientifiques du monde entier seront regroupés sur Sophia Antipolis. Et je ne vous cache pas, sans forcément faire d'annonce, mais on essaye quand même de travailler sur, comme les JO, sur la décarbonation de ce genre d'événement qui génère, en mine de rien, une empreinte
quand vous venez de l'autre bout du globe. Donc on essaye d'y travailler. Je ne garantis pas forcément le résultat, mais ça fait partie des sujets de travail. Mais je sais que vous y veillez. Que des passionnés, vous l'avez vu, que des acteurs engagés. Alors, je profite de cette conférence pour vous annoncer que ce sera le sujet de la santé et l'impact, nos métiers. Voilà, on a une vraie responsabilité, donc ce sera le grand sujet du CIPCA 2026. On parlait également voilà, de l'adaptation, de la biodiversité, du biomimétisme, de tous ces sujets. Vous l'avez vu, on a lancé cette année un pavillon de la biodiversité et de l'adaptation climatique. Ce n'est pas par hasard, je pense qu'il y a un vrai lien à faire l'an prochain. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, de lever le doigt si vous avez envie, mais on pourrait travailler tous ensemble sur ces sujets et puis aller chercher encore celles et ceux qui ont envie de se joindre à nous pour avancer et aller encore plus loin. Michel, oui. Avec beaucoup de plaisir, et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire entre nous déjà pour contribuer à faire avancer cette idée. Voilà, avec grand plaisir. Non, ça reste au CIPCA. Ça reste au CIPCA, mais merci à tous voilà, pour d'avoir partagé votre passion. C'est ce sujet qui est tellement essentiel, qui est primordial, voilà, du bon sens. On le dit, faisons les choses voilà, dans une prise de conscience collective. Ça me fait très plaisir voilà, d'avoir pu vous accueillir et de voir qu'on a sur le salon des acteurs engagés. Il n'y a pas que vous. Je regarde le public, je me permets de le dire. Merci à Espace Ferroviaire. Merci beaucoup parce que Espace Ferroviaire, c'est vous qui m'avez aussi, avec qui j'ai partagé cette idée. Vous m'avez suggéré d'aborder ce sujet transverse à nous tous, les acteurs de l'immobilier et de la ville. Et puis nous avons Madame Shirley Alcin qui est ici. Vous savez que la Guyane est le territoire coup de cœur et à l'honneur du CIPCA. D'ailleurs cet après-midi, je vous donne rendez-vous. Il y aura des événements festifs. On fêtera, on clôturera ensemble voilà, les résultats, les partenariats, tout ce qui s'est fait concrètement pour la Guyane. Vous êtes conseillère territoriale, vous êtes conseillère à la collectivité territoriale de Guyane. Vous êtes vous-même en charge du plan climat, du PRAC. Le sujet de la biodiversité, vous connaissez, chère Madame Alcin, puisque vous êtes également en charge de toute la biodiversité et des parcs présents sur la Guyane. Je vous remercie, je vous ai vu prendre des notes. C'est un échange de bonnes pratiques, on s'inspire les uns des autres et vous aussi vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, les territoires ultramarins. Voilà, merci à toutes et à tous, je vous laisse échanger si vous avez envie avec nos intervenants. Un immense merci et puis on continue, on lève le doigt pour 2026, on va plus loin? Allez, génial, merci beaucoup, merci. Très bonne journée, merci beaucoup.